Bonjour, c'est avec un grand plaisir que je suis là devant des praticiens pour vous ramener un peu dans le monde de la recherche. Je vais essayer de commencer mon sujet en plantant un peu le décor pour vous ramener petit à petit vers notre monde. Et je vais quand même faire des petits rappels, des petites définitions pour qu'on soit tous au même niveau. Alors le microbiote, vous le connaissez certainement, mais je dois quand même rappeler, comme le Wikipédia, qui est une encyclopédie ouverte, le définit comme étant l'ensemble des micro-organismes, bactéries, micro-champignons ou encore des protistes qui vivent dans un environnement spécifique appelé microbiome chez un hôte ou une matière. Alors cet hôte peut être du monde végétal comme il peut être du monde animal. Mais dans le monde animal, c'est l'être humain chez qui le microbiote a été le plus étudié. En fait, il existe plusieurs types de microbiote chez l'homme. Il y a le microbiote intestinal, le microbiote buccal ou encore oropharyngé, le microbiote cutané, le microbiote vaginal, le microbiote des organes sexuels masculins, le microbiote pulmonaire et le microbiote placentaire. Alors le microbiote intestinal, c'est le plus peuplé. Il est représenté par 10 à la puissance 12 à 10 à la puissance 14 micro-organismes répartis entre la lumière du tube digestif, là on parle de l'intestin, donc la lumière intestinale, et le mucus intestinal, ce qui représente comme masse un peu en moyenne 2 kg. Donc ça peut aller jusqu'à 5 kg dans certains cas. L'acidité gastrique, qui est autour de 2, n'étant pas favorable à la présence de micro-organismes, elle héberge 10 à la puissance 8, qui représente 100 millions de fois moins de bactéries qu'au niveau du côlon, donc qui est le plus surpeuplé encore. Alors cette figure résume un peu la progression en termes de population, en termes de densité de micro-organismes, entre l'estomac et la partie distale du côlon. Alors, comme vous le remarquez, il y a le pH qui change entre l'estomac qui est très acide et on évolue vers un milieu moins acide jusqu'à neutre au niveau du côlon. Mais aussi, il y a l'aérobiose. Donc, au niveau de l'estomac, on assiste à la présence de l'oxygène qui se fait de moins en moins présent en avançant jusqu'au côlon où c'est une denrée rare pour les micro-organismes. Ceci dit, le pH change, l'oxygène se fait de moins en moins présent et par conséquent, la population va devoir changer. Déjà, il n'y a pas tous les micro-organismes peuvent vivre en anaérobiose, ni donc en changeant l'acidité. Et déjà, on peut penser qu'en modifiant ces conditions, la population va pouvoir changer. Et c'est ce qui pourra avoir des répercussions sur l'état physiologique de l'individu qui abrite ces populations. Et on peut déjà penser à des conséquences à cela. Alors, quels sont ces facteurs qui peuvent moduler le microbiote d'un être vivant? Alors, un être vivant qui abrite un microbiote, qu'est-ce qui définit son patrimoine microbactérien? Alors, il y a différents facteurs. On peut penser aux facteurs actuels, c'est-à-dire lors de la vie d'un individu. Mais ne soyez pas étonnés si je vous dis qu'il y a des facteurs prénataux chez la maman avant qu'elle ne soit même enceinte qui peuvent impacter la qualité et la densité du microbiote que aura sa progéniture. En effet, donc déjà, là, une maman qui va donner naissance dans le futur à un enfant va pouvoir, par son poids corporel, définir la population microbiote chez son enfant. Également pendant la grossesse. Alors pendant la grossesse, si la femme gagne un poids corporel excessif, alors ça va impacter très négativement la qualité du microbiote de son enfant, et contrairement bien sûr. La qualité du microbiote maternel, lui aussi, va impacter, parce qu'il va passer par la suite, pendant l'accouchement, il va passer vers son enfant. Alors, à la naissance,
le premier facteur qui va définir, donc l'enfant qui va naître stérile, entre guillemets, déjà à la naissance, le mode de naissance va pouvoir définir son microbiote. Une césarienne va faire la différence d'un accouchement normal par voie basse. Bien sûr, par voie basse, il y a le microbiote vaginal qui va être le déclencheur du développement de micro-organismes chez cet enfant. Il y a également le mode d'allaitement. Alors l'allaitement naturel, là vous pouvez penser au microbiote cutané. Malgré bien sûr toute l'hygiène qu'on puisse faire, les micro-organismes, si vous faites un prélèvement de votre bouche juste après un brossage avec le meilleur des dentifrices, vous allez retrouver des micro-organismes dans votre bouche. Donc le microbiote cutané va pouvoir moduler positivement le microbiote de l'enfant. L'environnement, bien sûr, cet enfant, il est exposé à l'environnement, il peut prendre des objets, les mettre dans sa bouche, etc. Alors, plus son âge avance, donc durant la petite enfance, l'allaitement, donc jusqu'à 2 ans, si jamais ça persiste, l'alimentation, quand on commence à alimenter, à diversifier, et plus on avance dans l'âge, donc l'alimentation, sa qualité, bien sûr, va définir son microbiote. Et l'antibiothérapie, alors là je souligne ce mot parce que, alors vous le savez très bien, une antibiothérapie va pouvoir détruire la population microbienne qu'abrite le tractus gastro-intestinal d'un enfant. Et donc les enfants qui ont subi des antibiothérapies au jeune âge vont avoir une qualité vraiment détériorée de leur microbiote plus tard. Les gastro-entérites, bien sûr, ce sont des infections que peut avoir un enfant et qui vont perturber son microbiote. Et bien sûr, ça avance dans l'âge, à l'âge adulte, ça y est, avec tout ce qu'il a pu tirer avec lui durant le petit âge, à l'âge adulte, avec une population déjà définie, ça peut toujours être modifié petit à petit, à long terme, en fonction de l'alimentation. Donc ça peut être tendre vers le positif, comme ça peut tendre vers le négatif, en fonction de la qualité de l'alimentation consommée par un individu. Vous le savez, donc une alimentation riche en fibres, pauvre en matières grasses, riche en polyphénols, d'accord? Donc beaucoup de composantes peuvent impacter d'une façon ou d'une autre la qualité du microbiote. Il y a le rythme circadien. Vous pouvez savoir que une qualité de sommeil ou une insomnie peut altérer le microbiote. Un état de stress ne va pas favoriser une eubiose, ça va favoriser plutôt une dysbiose. L'activité physique. Alors plusieurs recherches ont démontré que si on compare les microbiotes d'individus qui sont sédentaires par rapport à ceux qui sont actifs physiquement, alors la qualité est beaucoup meilleure chez ceux qui sont plus actifs. La consommation du tabac, négatif. La consommation de sel, surtout quand elle est excessive. Bien sûr, les additifs, les édulcorants, les aromatons, etc. Donc tout cela peut impacter et moduler le microbiote. Et quand je dis moduler, donc ça va modifier la composition, donc en termes de famille, de genre, d'espèces, etc. Et aussi, quand je change l'individu, la microscopique, je vais changer sa fonction, je vais changer ses propriétés et les répercussions de tout cela. Alors là, c'est pour vous dire que les études sur le microbiote ne datent pas d'aujourd'hui, ni de l'année dernière. Ça a déjà commencé au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, lorsque Anthony van Leeuwenhoek a fait ses premières observations sur des micro-organismes intestinaux. Mais on a dû attendre beaucoup longtemps, donc à peu près 3 siècles, donc vers le début du XXe siècle, lorsque Henri Tissier a postulé que certains micro-organismes peuvent contribuer à la bonne santé. Et là, c'est lorsqu'il a pu améliorer les conditions gastro-intestinales du microbiote. Mais le rythme est resté lent depuis cela jusqu'au
jusqu'à la découverte du séquençage. Alors pourquoi? Parce que c'est parce qu'on ne voulait pas faire de la recherche, il y avait des tentations. Mais c'est que, avant, pour faire des études, il fallait faire une étude, donc il faut faire, c'est pas l'élevage, comme on l'appelle, pour élever dans des boîtes de pétri. La culture, voilà. Il faut faire de la culture dans des boîtes de pétri. Alors c'est dans un monde aérobique. Je viens de dire tout à l'heure que la majorité du microbiote, elle est en anaérobiose. Donc je ne pourrais pas faire la culture et par conséquent, je ne pourrais pas étudier, ni voir modifier, ni voir la conséquence d'une modification quelconque, jusqu'à la découverte du séquençage. Et c'est là où ont commencé les études, où ils se sont concentrés. Et là, déjà, avec ce commencement, il y a eu l'expérience célèbre qui a été publiée par Baked et qui a montré que le transfert du microbiote de souris obèses chez des souris minces qui étaient axéniques les a rendues obèses. Et inversement, lorsqu'on a supprimé par antibiothérapie le microbiote de chez souris, on a pu modifier la composition de leur microbiote, même si elle était sous un régime hyperlipidique, même avec un apport fortement énergétique, donc favorisant la dysbiose. Donc vous voyez déjà des constatations, mais on ne comprenait pas encore comment cela se passait. Et donc déjà depuis lors jusqu'à aujourd'hui, on a fait de nombreuses recherches, ce sont des milliers et des milliers, qui ont démontré que le microbiote est très impacté dans la santé d'un être humain. En fait, le microbiote contribue à plusieurs fonctions indispensables à notre homéostasie. Il est impliqué dans la digestion, l'absorption de certains nutriments. Alors la digestion, vous savez qu'on dit qu'il faut consommer des fibres, mais l'être humain, il est incapable de digérer les fibres qui sont des polysaccharides, et c'est le microbiote qui va le digérer et nous en donner des métabolites qui sont indispensables. Voilà, donc elles peuvent à partir de cela synthétiser des vitamines, la vitamine K, des vitamines B, plusieurs séries de vitamines B, des acides gras à chaîne courte, certains acides aminés essentiels tels que la valine, la leucine, les l'isoleucine. Le microbiote est également impliqué dans la protection contre beaucoup d'agents pathogènes et contre le développement et la modulation. Et il est impliqué également dans le développement et la modulation du système immunitaire. Il est impliqué dans la prévention, voire dans le traitement, parce qu'on a essayé le traitement par diverses sortes. Il est impliqué dans le traitement de plusieurs pathologies qui sont vraiment conséquentes. Je cite là les maladies neurodégénératives. Et là, on va voir tout de suite, je vais vous parler du LPS, alors les lipopolysaccharides, qui sont un agent fortement inflammatoire, qui sont impliqués dans beaucoup de pathologies neurodégénératives et aussi métaboliques. Ils peuvent intervenir dans la prévention et le traitement de maladies comportementales. C'est que des études ont démontré que le microbiote est impliqué dans l'état d'équilibre psychique d'un individu et il est impliqué dans la prévention et le traitement de maladies métaboliques. Et je souligne ce métabolique pour passer à ma diapo suivante. Alors, dans le cas des maladies métaboliques, là, c'est une étude qui nous souligne, qui est menée par le CERF et qui a pu souligner que le microbiote est impliqué dans les informations transmises dans l'axe intestin-cerveau. Et vous savez très bien qu'il n'y a pas que le cerveau qui commande, il y a ce qu'on appelle un deuxième cerveau au niveau intestinal, et là c'est le microbiote qui est le déclencheur de ce mécanisme de montée de l'intestin vers le cerveau. Alors comment? C'est via ce qu'il synthétise comme métabolite bactérien.
donc des résidus bactériens. Et là, je cite comme exemple le LPS qui est un métabolite des bactéries Gram-, mais qui va être plutôt dans un sens négatif. Les cytokines qui sont également des métabolites de ce microbiote, et donc ils peuvent stimuler ou provoquer la sécrétion par des entérohormones au niveau des cellules intestinales. C'est une sorte de glande endocrine à ce niveau. Le microbiote est encore impliqué dans l'existence ou l'induction d'une hyperperméabilité intestinale. Alors, comment cela se passe? C'est que ces micro-organismes vont perturber l'équilibre au niveau des entérocytes et vont provoquer des disjonctions au niveau des jonctions cellulaires et vont faciliter le passage de métabolites qui peuvent être toxiques ou pathogènes. Et je cite là un exemple qu'a cité l'auteur, l'imidazole propionate, et qui est issu du métabolisme bactérien et qui peut conduire à une insulinorésistance. Ou je cite encore l'acide phénylacétique qui intervient dans le stockage hépatique. Et ce sont des métabolites bactériens. Alors jusque-là, donc, on ne comprend pas encore exactement comment ça se passe. Alors là, c'est une étude qui va justifier fortement comme quoi une endotoxémie induite par les métabolites bactériens peut initier l'obésité et l'insulinorésistance. Alors, il s'agit d'une étude qui a été menée chez des souris. Donc, les chercheurs, donc c'est Kani et al. Qui ont pu travailler sur des lots de souris, un lot contrôle, un lot perfusé par le LPS, les lipopolysaccharides, et un lot sous un régime hyperlipidique, high fat diet. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, ces chercheurs? Alors, je ne sais pas si vous voyez la souris, oui. Alors, ils ont pu démontrer déjà, ils ont voulu voir ce que apporte ce LPS et ce que peut provoquer un régime riche en graisse. Dans ce premier graphique, vous pouvez voir avec moi, donc on compare des souris contrôle, là en noir, avec des souris soumises à un régime high fat diet, donc riche en matière grasse. Alors vous remarquez que le taux d'endotoxémie, il est tout le temps élevé chez les souris nourries avec de la high fat diet. Par contre, les souris qui sont contrôle, et je ne vous apprends rien, les souris sont des animaux qui ont un rythme plutôt nocturne. Ils bougent le plus la nuit, ils consomment leur nourriture la nuit, et donc, par conséquent, on note un zénith de taux d'endotoxinémie plutôt en fin de soirée, d'accord? Parce que là, ils ont assez mangé. Et après, ça retourne vers des valeurs tolérables. Donc, vous voyez, pour ceux qui ont reçu un régime hyperlipidique, alors c'est en constante endotoxinémie. Et à côté, les auteurs ont démontré que ce qui est en blanc, ce sont les contrôles, et en noir, ce sont ceux qui ont reçu le high fat diet. Ils ont montré que ce régime perturbe la composition du microbiote. En effet, il a permis de réduire en nombre le taux des micro-organismes gram-positifs, qui sont les plus bénéfiques. Et en contrepartie, ils ont augmenté ceux qui sont gram-négatifs, qui produisent le LPS. Donc, dans la moyenne, ça a été réduit faiblement, mais ce qui a plus diminué, ce sont les grammes positifs. Et là, c'est juste pour vous souligner que le LPS, celui-là, c'est le tracé pour le LPS. Donc, l'ingestion par voie orale du LPS, elle va donner une élévation du taux de toxines qui est élevé, mais pas aussi élevé qu'un régime
riche en graisse associé au LPS. Ça veut dire que là, ça aggrave davantage, donc un régime alimentaire riche en gras, ça va aggraver davantage. Alors, quels étaient encore les résultats? C'est très intéressant. Si on voit ici, alors l'endotoxinémie, chez les contrôles, quand on la compare aux souris qui ont reçu du LPS et celles qui ont reçu la high fat diet, on voit que ça a évolué de façon pratiquement similaire. Donc celles qui ont reçu un régime riche en gras, ça a pu avoir un taux d'endotoxine élevé comme celles qui ont été perfusées par le LPS. Le glucose sanguin, regardez, ça a été augmenté de façon très significative chez les souris qui ont reçu un régime riche en gras. Si on regarde ici, l'insulinémie, alors entre moins 30, donc à l'état avant intervention, et plus 15, regardez la diminution de la réponse insulinique. Elle a diminué chez les souris qui ont reçu un régime hyper gras. Là, c'est le taux, pardon, en milligrammes par kilo. Alors, c'est toujours, oui, là, c'était, initialement, là, c'est le régime high fat diet. Alors, on voit ici, regardez, si on compare le glucose hépatique entre les contrôles et les deux autres lots, c'est augmenté toujours, c'est chez les souris qui ont reçu un régime hyper gras. Le glucose, le turnover du glucose, il est réduit, remarquez, par rapport au contrôle, il est réduit chez les souris qui ont reçu un régime hyper gras. Et je vais directement à l'adiposité et au poids corporel. La différence de poids corporel, remarquez, elle a été augmentée de la même façon entre les souris qui ont reçu un régime hypercalorique riche en graisse et le groupe qui a reçu un agent pathogène. Ceci dit, ça confirme comme quoi un régime riche en graisse va augmenter le taux de toxines au niveau corporel. Et bien sûr, quand on parle de toxines, on pense au stress oxydatif, on pense au stade inflammatoire préparant l'installation de l'insulinorésistance. Alors, je ne sais pas si, par rapport au temps, je dois faire vite. Toujours dans la même étude, donc le poids du foie, donc l'évolution était comparative, parallèle entre les deux lots, et les triglycérides, ça a augmenté de façon significative chez les deux lots, ainsi que le poids du foie. Alors, là c'est après 2 semaines de consommation de high fat diet, après 4 semaines, et en comparaison à une perfusion chronique de LPS, on remarque qu'aussi bien au niveau du foie, des viscéraux, au niveau sous-cutané, au niveau du muscle, on constate entre les contrôles et les souris qui ont été traitées soit par un régime, soit par le LPS, on constate une augmentation pratiquement de tous les marqueurs d'inflammation. Donc, ils sont tous pratiquement, donc tous les indicateurs inflammatoires ont été augmentés pratiquement, à l'exception de quelques-uns chez certains groupes, ce qui laisse conclure à partir de cette diapo, pour ne pas faire tard, que aussi bien le régime hyperlipidique que la perfusion avec le LPS a fait augmenter de façon homogène les indicateurs de l'installation d'une inflammation. Alors, je vais vous parler là de souris chez qui on a fait un prélèvement au niveau du sécom. Mais là, je vais vous dire que ce n'est pas uniquement le microbiote intestinal qui peut avoir un effet sur l'équilibre métabolique et sur l'homéostasie glucidique. Dans cet article que je vous présente devant vous, même si l'auteur s'est intéressé au microbiote intestinal, mais à côté, il a aussi évoqué le microbiote buccal. Alors, des bactéries orales qu'il a traitées pour voir est-ce que ça peut atteindre l'homéostasie glucidique. En effet, il a pu démontrer
dans la sorte moléculaire au niveau cellulaire, il a pu démontrer qu'une parodontite va avoir un effet. Alors vous allez me dire que ce qui est dans la bouche va passer, va arriver au niveau gastrique et l'acidité va neutraliser les bactéries. Alors, méfions-nous, c'est que ça passe par translocation bactérienne directement dans le sang. Et on va retrouver les métabolites des bactéries buccales dans le sang. Alors ces LPS, métabolites de ces micro-organismes produits lors de la parodontite, se retrouvent dans le sang, arrivent au niveau cellulaire, reconnus par les récepteurs, vont pénétrer dans la cellule, et là, le dommage par la production de cytokines, donc des précurseurs inflammatoires, je cite les TNF-alpha et les interleukines 1, 6, etc. Et je ne vous apprends rien, ce sont des agents qui induisent fortement une insulinorésistance et bien sûr, bonjour, le diabète de type 2 en particulier. Donc, pour ne pas être trop lente, je vais m'arrêter là et je vais dire quand même un mot pour conclure. Que faire? Qu'est-ce qu'on doit retenir comme recommandation pour éviter une altération de l'homéostasie glucidique qui peut être une conséquence, peut être conséquente à une dysbiose? Il faudra assurer une alimentation riche en fibres, en prébiotiques, en polyphénols, sans excès de graisse ni de glucides. Il faudra assurer une alimentation pauvre en aliments raffinés, les toxines, bonjour. Une réduction des perturbations exogènes, du microbiote et des xénobiotiques. Une limitation de l'antibiothérapie précoce. Il faut lutter contre le stress prénatal et périnatal et aussi les polluants environnementaux pendant la grossesse. Il faudra aussi promouvoir l'accouchement par voie basse, sauf contre-indication majeure, et promouvoir l'allaitement maternel. Je vous remercie pour votre attention.